tous, bienvenue sur DigiSchool pour ce corrigé de bac de SVT de Terminal S. Donc on va commencer par les parties que vous avez tous en commun, obligatoires et spécialités, avec la restitution de connaissances. Je pense qu'on en a pour bien 3/4 d'heure à traiter la totalité du sujet. Donc vous êtes tombé sur de la géologie pour la restitution de connaissances, donc on aime ou on n'aime pas. Alors déjà on vous demande de faire quelque chose d'illustré et d'organisé. Donc ça veut dire qu'il faut une introduction, un plan et une conclusion, sachant qu'on n'est pas en philo, donc le plan en général n'est pas très compliqué à trouver, il est assez évident, voire donné dans le sujet. Et au niveau des schémas, normalement c'est assez classique, hein, c'est ceux que vous avez dans le cours. Il y a deux façons de faire, soit vous mettez des schémas au fur et à mesure de votre copie, soit vous mettez un gros schéma bilan au moment de la conclusion. Je pense que les deux sont acceptés. Donc moi je ne vais pas vous relire à l'oral tout mon corrigé écrit que vous pouvez retrouver sur le site internet parce que ça risque d'être un peu lourd. Donc tout ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner mon introduction, mon plan, les grandes idées à mettre dans chaque partie. Donc dans le diaporama derrière, vous avez sûrement le texte, mais vous pourrez peut-être lire ça à tête reposée au niveau du PDF de correction. Donc déjà, on vous demandait de détailler les phénomènes qui sont à l'origine de la formation des chaînes de montagne et de ceux de la disparition. Donc moi j'ai commencé mon introduction en reprenant l'intitulé du sujet tout simplement, et derrière j'ai énoncé mon plan. Voilà, je me suis pas trop cassé la tête parce qu'à mon avis c'est pas la peine de chercher midi à 14 h. J'ai commencé par expliquer dans une première partie ce que c'était que la subduction, qui est le moteur qui vient former les chaînes de montagne. J'ai enchaîné sur la partie 2 avec la collision qui, à proprement parler, entraîne la formation des massifs. Et ensuite, comme le sujet nous demandait de traiter aussi de la disparition, c'est ce que j'ai abordé dans ma troisième partie. Dans chaque grande partie, donc dans chacune de mes 3 grandes parties, j'ai fait 2 petits paragraphes. Donc vous allez voir. Dans ma toute première partie, du coup, sur la subduction, j'ai fait 2 petits paragraphes. Le premier pour définir ce qu'était la subduction et en quoi est-ce qu'elle entraînait le mouvement des plaques. Donc c'est bien sûr la lithosphère océanique qui est formée au niveau de la dorsale, qui s'éloigne au fur et à mesure qu'elle s'éloigne, elle s'hydrate, elle subit des métamorphismes, et du coup sa densité finit par devenir supérieure à la sténosphère qui est en dessous, donc finalement la lithosphère finit par plonger dans la sténosphère, ce qui est le phénomène de subduction. Et en fait, ce qu'il fallait bien comprendre dans votre cours, c'était que ce phénomène de subduction, il est à l'origine du mouvement des plaques. Et sans mouvement, pas de collision. Donc c'est-à-dire sans subduction, pas de formation de chaîne de montagne. Donc à mon avis, c'est par là qu'il fallait commencer. Ensuite, j'ai fait un deuxième petit paragraphe pour ceux qui connaissaient très bien leur cours, pour expliquer comment est-ce qu'on avait su que c'était ce phénomène de subduction qui était à l'origine des chaînes de montagne. C'est parce qu'en fait, on retrouve différents stigmates au niveau de ces chaînes qui nous montrent qu'il y a eu un phénomène de subduction qui n'est plus présent au niveau de la montagne, mais qui a été présent. Donc c'est ce que j'ai détaillé dans cette deuxième partie où j'ai parlé des ophiolites qui appartenaient au plancher océanique, mais qui ont échappé au phénomène de subduction. C'est ce qu'on appelle l'obduction, qui est un terme que vous pouviez réutiliser. Et ensuite, vous pouviez utiliser d'autres termes comme les métagabbros qui nous montrent que des phénomènes compressifs ont eu lieu, même si la montagne peut être au repos pour le moment, mais que ça a bien eu lieu un jour dans l'historique géologique. Ensuite, du coup, j'ai abordé le sujet de la collision. Hop. Qui est la formation de la chaîne de montagne à proprement parler. C'est-à-dire qu'une fois que la subduction est terminée, la lithosphère continentale est légèrement subduite, mais rapidement ça se retrouve bloqué parce que les conditions physiques empêchent que la subduction se poursuive. Et du coup, au lieu de continuer à plonger, 2 croûtes continentales vont rentrer en collision, ce qui entraîne le phénomène de chaîne de montagne qui est quand même assez simple à comprendre. Quand les 2 plaques rentrent en collision, ça forme un massif. Et donc, c'était logique d'en parler derrière la subduction parce que cette collision, elle est directement provoquée par la subduction préalable.
Pareil, j'ai fait une deuxième petite partie sur les indices, donc avec le terme pétrographique que vous pouviez réutiliser en mots-clés, qui nous montre que ce phénomène a bien eu lieu, même si certaines montagnes ne sont plus en train de s'élever, bien qu'il y ait des massifs montagneux qui s'élèvent encore actuellement. Hop. J'ai fait ma troisième partie sur l'érosion, parce qu'on nous demandait comment est-ce que ces chaînes de montagnes étaient amenées à disparaître, et donc c'était par le phénomène d'érosion, donc il fallait bien détailler les différentes composantes de ce phénomène. Donc c'est ce que j'ai fait dans ma première partie. J'ai bien précisé que l'érosion était multifactorielle, ça veut dire qu'on a plusieurs origines à l'érosion du massif. D'abord chimique, puis physique, et aussi du coup par la sédimentation qui s'ensuit. Donc en fait, l'eau qui va atterrir sur le massif montagneux par les phénomènes climatiques va créer des fissures. Du coup, ce qu'on appelle des diaclases, qui à mon avis était un terme qu'il fallait absolument utiliser, qui sont le signe de l'altération mécanique. Donc c'est ma première composante de l'origine multifactorielle, c'est ce qui est physique, ou avec les diaclases. Ensuite, une fois que ces diaclases se sont formées, elles vont s'infiltrer d'eau. De l'eau qui va stagner et qui va être en contact de manière prolongée avec la pierre, ce qui va faire que chimiquement, on va avoir ce qu'on appelle une hydrolyse. Donc hydro, parce que ça vient de l'eau, et lyse, qui veut dire détruire, d'après la racine grecque. Donc du coup, ça veut dire que la roche est détruite par l'eau, en fait, tout simplement. Ce qui forme par exemple de l'argile. Bon, je ne l'ai pas précisé dans mon corrigé écrit, mais voilà, ça rend la roche plus malléable et ça favorise la diminution du massif. Une fois que ces débris de roche sont formés, donc par les altérations physiques, par les altérations chimiques, on a des petits bouts de roche qui se décrochent et qui vont être entraînés par ruissellement au niveau des océans. Donc on part du massif montagneux et on descend au niveau de l'océan par ruissellement, toujours par phénomène climatique. Une fois qu'on arrive au niveau de l'océan, ces dépôts de roche vont finir par sédimenter au fond de l'océan. Donc c'était la troisième cause qui a fait qu'au final, au niveau de notre massif, les roches sont entraînées au niveau de l'océan et finissent par s'éroder et voire disparaître pour certains massifs. Au final, il faut faire une petite conclusion, sans oublier, dans ma partie 3, j'ai fait ma deuxième petite partie sur du coup le contrebalancement du phénomène d'érosion, qui est du coup le rééquilibrage isostatique. En effet, s'il n'y avait que le phénomène d'érosion, les chaînes de montagnes qui se forment avec les phénomènes de collision seraient rapidement érodées par les climats. Sauf qu'en fait, un massif montagneux ne va pas perdre en altitude si rapidement que ça. C'est parce qu'en fait, au fur et à mesure que la lithosphère continentale du dessus va être, que les roches vont diminuer, la densité de cette couche va diminuer et donc va appuyer moins fort sur la sténosphère qui est en dessous. Et au final, plus elle va s'éroder, plus la sténosphère va pouvoir remonter. C'est comme si vous aviez un glaçon dans l'eau, moins vous appuyez fort dessus, plus il remonte. Et au final, ça permet de maintenir l'altitude du massif. Voilà. Je pense que ce sujet de restitution de connaissances portait sur un chapitre assez court et assez simple au final. Subduction, collision, érosion et compensation isostatique, qui fait qu'au final on a des massifs d'une certaine altitude. Hop, voilà, j'ai été assez vite sur cette partie, mais je pense que c'était assez complet, donc je ne sais pas s'il y a des questions supplémentaires. Bon, il n'y a pas de questions, parce que bon, effectivement, c'était un chapitre assez clair, je trouve. Donc après, vous avez un deuxième exercice sur la vie fixée des plantes. Donc là, c'était une étude de document, classiquement pour le petit exercice du milieu. Et je galère toujours avec ces diaporamas. Hop. Non, quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Donc vous avez un premier document. Parce qu'au final, on vous demandait d'expliquer l'impact de l'éclairage sur la reproduction des plantes à fleurs. Bon, il fallait quelques notions de botanique, si je puis dire, c'est-à-dire que les fleurs sont à l'origine des fruits qui sont à l'origine de la reproduction des plantes. Le fruit tombe, il contient un noyau ou des graines qui vont être à l'origine de la production d'une ou plusieurs nouvelles plantes.
Donc en fait, pour se reproduire, les plantes qui fonctionnent à fleurs ont besoin de former des fruits. Une fois qu'on sait ça, avec l'intégralité des documents, c'était très facile de répondre à la question. Le document 1 nous parlait de la répartition des papillons de nuit dans leur milieu en fonction de la présence d'un éclairage ou non. On voyait qu'en cas d'absence d'éclairage, c'est-à-dire si les lampadaires étaient éteints, environ des 3/4 des papillons étaient présents au niveau de la végétation, alors qu'en allumant les lampadaires, cette proportion passait à environ moitié-moitié. Ça veut dire que vous pouviez conclure de ce document que l'éclairage a tendance à attirer les papillons vers les lampadaires au détriment de la végétation. Ce document vous précisait aussi, avec la petite phrase au-dessus, que les papillons de nuit sont des animaux pollinisateurs, pas évident à dire, de nuit, sachant que la pollinisation est ce qui permet de transformer la fleur en fruit, parce que c'est ce qui permet de féconder la plante en fait. Les plantes se fécondent entre elles puisque le pollen est déposé par les papillons d'une plante à l'autre. Hop. Je vous passe le texte parce que c'est exactement ce que je viens de dire, mais version écrite que vous pouvez toujours retrouver sur le PDF sur le site. La deuxième partie des documents nous présentait le nombre de visites au niveau du végétal en fonction du fait des prairies éclairées ou non éclairées la nuit. Donc on prenait 7 prairies et soit elles étaient laissées dans l'obscurité, soit elles étaient éclairées. Et on regardait le nombre de visites qui pouvait y avoir. Donc dans les prairies qui étaient dans l'obscurité, on avait en moyenne 80 visites, alors que dans les prairies qui étaient éclairées la nuit, on avait en moyenne 30 visites. C'est-à-dire qu'on avait un peu plus d'un tiers par rapport aux prairies non éclairées, ce qui représente une réduction assez importante. Donc on pouvait déduire de ce document que la présence de l'éclairage réduisait le nombre de visites des papillons de nuit, sachant qu'on venait de dire qu'il permet de polliniser la plante et donc de former le fruit. On confirmait ça avec le document final qui nous présentait le pourcentage de fleurs qui ont finalement formé des fruits. Donc comme je viens de le dire, pour former un fruit, une plante à fleurs doit être pollinisée. Cela est permis par tous les insectes pollinisateurs. Par exemple, la journée, ça peut être les abeilles. Là, on vous parlait de la nuit, donc des papillons. Et on apprend bien sur ce document qu'on a des zones qui sont non éclairées la nuit, qui permettent environ 82-87% de fleurs qui donnent des fruits au final, alors que dans les zones éclairées la nuit, on a moins de 80%, peut-être 78 environ. La précision n'était pas forcément exigible, vu qu'il n'y avait pas de graduation, mais en tout cas moins de 80% contre plus de 80%. Donc on observe quand même que dans les zones éclairées, on observe une réduction du nombre de fruits. Donc ce qu'on pouvait en conclure, c'est que l'éclairage réduisait le contact des végétaux avec les insectes pollinisateurs, notamment les papillons de nuit, du coup dans ces documents, et que du coup la présence d'un éclairage de nuit nuisait à la pollinisation qui du coup retentissait sur le nombre de fruits présents. Et ensuite, il suffisait de conclure que en l'absence de fruits, la plante ne peut pas se reproduire. Donc la présence d'un éclairage nocturne a un impact négatif sur la reproduction des plantes. Et ainsi, vous aviez répondu à la question posée. Voilà, c'était pas la peine d'y passer des heures parce que c'est un exercice sur 3 points qui était assez simple au final. Je sais pas s'il y a des questions dessus du coup. Décidément pas, ils ont dû tout comprendre. Bon, bah c'est que vous avez tout compris alors parce qu'il n'y a toujours pas de questions. C'était pas le plus difficile. Ensuite, vous aviez la dernière partie du coup sur... Pour ceux qui ont passé le sujet obligatoire, la génétique et l'évolution. Donc vous aviez un document de référence qui vous sert tout au long du sujet. Il s'agit de le mettre en relation avec les documents d'après, où on vous présente différentes espèces. Donc une fois que vous avez lu l'intitulé du sujet, qui vous demande d'expliquer l'origine de la réduction ou de la perte des membres chez les serpents, le document de référence est logique, parce qu'il est en lien avec ça. Vous avez d'abord un groupe de lézards qui possède 4 membres, qui sont stylopodes,
et zogopode et autopode. Ça veut dire qu'il possède un bras, un avant-bras et des doigts. En gros, si on veut parler vulgairement. On ne vous demandait pas de faire la traduction, c'est juste pour vous aider à comprendre. Pour le groupe des boas et des pitons, du coup, on a eu une augmentation du nombre de vertèbres thoraciques, une disparition des membres antérieurs totale et une régression importante des membres postérieurs qui fait qu'à la fin, on n'a que des vestiges. Donc, ils ont des membres postérieurs vestigiaux sans membres antérieurs. Un serpent n'ayant pas de bras. Il leur reste du coup le caractère stylopode et une griffe au bout. Ensuite, disparition des membres postérieurs pour le dernier groupe, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on progresse dans l'arbre, le caractère se rajoute. Donc là, il y avait déjà eu une disparition des membres antérieurs, plus une disparition des membres postérieurs, donc on obtient une espèce qui n'a ni membre antérieur ni membre postérieur. Vous allez bien se rappeler que dans un arbre phylogénétique, le caractère n'influe pas que la branche du dessus, mais une fois qu'un caractère est apparu, il influe toutes les branches qui arrivent après. Donc là, le dernier groupe avait bien ni membre antérieur ni membre postérieur. Pareil, je vous passe le texte, vous pourrez lire ça à tête reposée, ça reprend ce que je vous explique à l'oral. Donc le document 1, lui, nous présentait le gène SHH. En fait, c'est un gène de développement, c'est-à-dire que c'est un gène qui permet le développement des membres à l'endroit où il s'exprime. C'est ce que vous allez comprendre à l'aide de ces documents. Avec les petits pointillés, on vous dessinait l'ébauche des membres, et avec le noir, donc là ça passe peut-être pas très bien en diapo, mais c'était assez clair sur votre sujet, la tache noire correspondait aux zones d'expression du gène SHH. Donc il fallait décrire le document, comme toujours en SVT, c'est toujours important de décrire le document avant d'en tirer des conclusions. Il ne faut pas se jeter sur les conclusions sur la copie sans avoir décrit ce que vous voyez. Donc on pouvait déjà dire que chez le python, l'ébauche est beaucoup moins importante que chez le lézard, puisque les pointillés s'arrêtent ici, alors que là, les pointillés permettent au fur et à mesure du développement l'ébauche d'un membre beaucoup plus complet. Ensuite, il fallait regarder les taches noires, du coup, qui correspondaient chez le python à la petite tache qui est ici, puis qui était absente après dans le reste du développement, alors que chez le lézard, on avait une tache noire qui était ici, qui s'étendait ici, et qui s'étendait ensuite sur toute la hauteur. Donc une fois que vous aviez décrit, vous pouviez faire la remarque que l'ébauche du membre était plus importante lorsque le gène SHH était exprimé. Et donc on en revient à ce que je vous ai dit au début du document, le gène SHH est un gène qui permet de former l'ébauche du membre. Donc ça, c'était ce que vous pouviez tirer du document 1. Hop. Ensuite, vous aviez un deuxième document avec 3 lignes dans le tableau où on vous présentait du coup différentes expériences. On a fait des manipulations génétiques. Donc, on a toujours un témoin en génétique parce que ça ne sert à rien de faire quelque chose sans savoir ce qui se passe normalement, parce que le but c'est de comparer. Donc là, c'était pour étudier le rôle de ZRS. Du coup, on a le gène SHH qui a une portion régulatrice qui s'appelle ZRS. On s'intéresse à cette portion parce qu'on pense qu'elle peut avoir un impact sur l'expression de tout le gène en entier. Chez les souris normales, du coup, qui ont une séquence MZRS, c'est-à-dire une séquence de souris, on observe une expression du gène SHH. Je ne vais pas y arriver. Chez les embryons de souris âgés de 10,5 jours, c'était la tache noire qui était ici. Vous aviez une échelle, donc elle faisait environ 2 mm. On a fait une souris transgénique où on supprime complètement ce gène ZRS. Donc c'est-à-dire qu'on supprime tout simplement et purement cette séquence. En faisant ça, on voit qu'il n'y a plus aucune tache noire. Donc le lien que vous pouviez faire, c'est que absence du gène MZRS égale absence d'expression. Ensuite, on insère la séquence ZRS du python, donc qui était appelée PZRS contre MZRS pour les souris. Et là, on observe une faible quantité de SHH mesurée. Donc ça veut dire que chez une souris normale, ça s'exprime normalement, environ 2 mm. Chez une souris sans ce gène régulateur, il n'y a plus d'expression. Et c'est une souris qui a le gène régulateur du python, on a une expression, mais beaucoup plus faible. Donc ce qu'on pouvait en tirer comme conclusion de ce document, c'est que non seulement cette séquence semble nécessaire à l'expression du gène qui lui-même est nécessaire à l'ébauche des membres, et qu'en plus ce gène était moins efficace entre guillemets chez le python,
puisqu'il entraînait la formation d'une faible quantité d'ARNM, alors qu'on avait une quantité habituellement normale chez la souris. Hop, pareil au niveau du texte. Le document 3 qui vous permet de vous conforter dans l'hypothèse que vous faites déjà de ce gène, c'est-à-dire qui permet d'activer la synthèse de l'expression du gène SHH. Donc on vous présentait plusieurs portions qui sont des portions qui sont conservées au cours de l'évolution. Normalement, chez les vertébrés dotés de 4 membres. Ça veut dire que chez les vertébrés qui ont 4 membres, il y a les séquences E0 à E4 entières sans délétion. Ça nous est bien confirmé par les 2 premières lignes. Les souris ont 4 pattes, les lézards ont 4 pattes et ils ont tous E0, E1, E2, E3, E4 de manière complète, non délétée, parce que les carrés étaient coloriés en entier. Ensuite, on avait 2 autres lignes identiques, donc pour le boa et pour le python, où on voyait qu'il y avait une petite portion de séquence perdue, donc avec une délétion de 10 à 20 nucléotides, ça veut dire qu'il y a un petit bout du gène qui a sauté pour ces espèces-là. Et pour la dernière ligne, concernant le cobra, on apprend que la séquence a carrément été écourtée, ça veut dire qu'on a en quelque sorte perdu la fonction de E0 et de E1. Donc déjà, si vous vous rappelez des documents d'avant, et surtout du document de référence, on se souvient que le lézard appartenait au premier groupe de l'arbre phylogénétique avec les 4 membres, le boa et le python au deuxième groupe, donc eux c'est ceux qui ont les membres vestigiaux, ils ont toujours des membres postérieurs et ça s'associe à une délétion entre guillemets partielle. Et le dernier groupe qui était tout au bout, qui n'avait plus aucun membre, lui c'est le cobra et on voit que c'est corrélé à une séquence écourtée. Du coup, tout commence à devenir logique normalement si vous mettez les documents en relation les uns avec les autres. Vous commencez à comprendre que E0 et E1 ont un rôle très important dans le développement des membres. En tout cas, on commence à faire le lien E0, 1 qui appartient au gène ZRS qui a lui-même un impact sur le gène SHH qui a lui-même un impact sur la formation des membres. Voilà, j'écris très mal, mais à la fin, c'est les membres qui se sont formés. Donc c'était la cascade qu'il fallait commencer à faire dans votre tête, que vous alliez pouvoir confirmer avec le dernier document. Donc le document 4, où on vous présentait les mêmes souris que celles du document 2, c'est-à-dire serpentisées, c'est-à-dire des souris qui, au lieu d'avoir leur gène MZRS habituel avec une expression habituelle, se retrouvaient avec un gène PZRS, donc c'est-à-dire celui du python, et qui se trouvaient avec une expression en étoile sur le document 2, c'est-à-dire très faiblement exprimée. On nous montrait que du coup le ZRS de ce python avait une activité négative et quand on obtenait des souris serpentisées, donc avec des membres antérieurs et postérieurs atrophiés, sans qu'ils soient totalement absents. Ce qui est logique parce que le python a quand même des membres vestigiaux. Dans la deuxième ligne, là c'était encore un nouveau type de souris transgénique qu'on vous présentait, où en fait on a pris le gène du python, donc le PZRS, donc c'est-à-dire qu'on a pris celui-ci, on a enlevé ça, qui était son E1 natif, donc le E1 du python, et on a inséré un E1 de souris à la place. Donc ça c'est du génie génétique, on prend le gène, on coupe, on enlève et on remet quelque chose à la place. Et on voit que chez ces souris, donc qui portent le PZRS entre parenthèses R, ça veut dire qui ont le E1 de la souris se développe normalement parce que l'activité du ZRS est normale. Donc là ça vous permettait complètement de conclure définitivement que la portion E1 du gène ZRS était à l'origine de l'activité du gène SHH, de son expression. Et une fois que vous aviez mis cette partie du document en relation avec le document 1 qui nous montrait que le gène SHH était lié au développement des ébauches au fur et à mesure de la chronologie du développement, on refait exactement ce que je vous ai dessiné sur le diapo d'avant. C'est-à-dire que cette fois, c'est bien la portion E1 qui permet
une activité du gène, de la portion régulatrice ZRS. Cette portion, elle active l'expression du gène SHH, et c'est ce gène SHH qui permet de former les membres. On pouvait donc répondre grâce au document 3 juste avant. Comme je vous l'ai dit, hein, il se mettait très facilement en rapport avec le document de référence. Hop. Que quand le gène SHH est actif pleinement parce que la séquence ZRS est active pleinement, c'est-à-dire qu'elle possède bien une séquence E1 complète, on obtient 4 membres. Bon, mon 4 est moche. Quand la portion E1 est partiellement délétée de 10 à 20 nucléotides, on obtient des membres postérieurs vestigiaux. Donc des vestiges de membres, c'est-à-dire que la séquence ZRS est toujours active suffisamment pour faire apparaître un vestige, mais certainement pas pour faire apparaître 4 membres fonctionnels. Et au final, dans le dernier groupe du document de référence, vous pouvez bien dire que l'absence du gène de la portion E1, de la séquence ZRS du gène SHH, c'est la cascade que je vous ai dessinée 2 fois, faisait qu'on obtenait des espèces qui n'avaient plus de membres du tout. Voilà, et c'était ça qui a été à l'origine de l'absence ou la diminution des membres chez ces espèces au cours de l'évolution. Je ne sais pas si c'était clair et s'il y a des questions. Une petite question, il y a Sophie qui dit qu'elle vient de se rendre compte que illustrer ça veut dire schéma alors qu'elle pensait que ça veut dire exemple. Et du coup elle se demande si c'est grave si elle n'a pas fait de schéma. Si vous avez fait un corrigé sans schéma pour la partie 1 de restitution de connaissances, vous aurez quand même des points sur la partie du texte. Après, en SVT, en général, c'est quasiment toujours illustré par des schémas. Donc à mon avis, c'est coté dans le barème, bien que je ne possède pas du tout le barème officiel. Donc je ne peux pas apporter de réponse officielle, mais à mon avis, ça peut avoir un impact. Ok, merci beaucoup. Sinon, il y a Math Genius qui te pose la question et qui demande si c'est hors sujet d'expliquer le modèle d'Ery, isostasie, pour la ROC. Ah, pour la ROC. Le ROC, pardon. Le modèle d'Ery. Est-ce que c'est hors sujet? Après, du moment qu'on a apporté les informations essentielles, si vous ne vous êtes pas perdu pendant 2 pages sur quelque chose qui n'avait rien à voir avec le sujet, ça me paraît pas incohérent. Mais en tout cas, il fallait au moins reprendre les informations essentielles que j'ai détaillées avant. Ok, et bah tu peux continuer. Du coup, la suite concerne ceux qui avaient pris la spécialité en SVT. Et ça portait sur le diabète. Hop. Et peut-être un traitement d'avenir. Alors. Voilà. Donc on vous demandait de justifier pourquoi le GABA, hein, qui est un neurotransmetteur à la base, constituait un espoir de traitement pour les diabétiques de type 1 et d'expliquer son mode d'action. Donc vous avez plusieurs documents et vous allez voir, je fonctionne de la même manière qu'en obligatoire. D'abord, je décris ce que je vois sur les documents et ça me permet d'en tirer des conclusions, sachant qu'on a quand même besoin d'une ou deux petites connaissances pour bien justifier comme il faut au moment de la synthèse de notre réponse. Donc sur le premier document qui était en 3 parties, ABC, on apprenait d'abord que lorsqu'on injectait quotidiennement du GABA, la glycémie avait tendance à diminuer, c'est cette courbe, alors que quand on injectait un placebo, donc du sel, enfin de la solution saline, hein, du sérum physiologique, la glycémie avait tendance à monter ou à rester stable, en tout cas elle ne diminuait pas. Donc ça c'était chez des souris diabétiques. Donc ce qu'on pouvait en tirer comme conclusion, c'était que le GABA semblait permettre d'abaisser la glycémie. Hop.
Donc c'est ce que je vous ai écrit dans le corrigé que vous pourrez retrouver à l'écrit. Sur la coupe 1B, on vous présentait des coupes histologiques, donc observées au microscope de pancréas, où on avait marqué les cellules de Langerhans qui sont productrices d'insuline et où on avait identifié les lymphocytes. Donc ça c'est une identification à l'œil nu, on peut les décompter et on vous avait mis des petites flèches pour que vous puissiez les repérer. Donc vous aviez une souris normale, donc on voit bien qu'il y a un grand nombre de cellules de Langerhans puisque l'image est bien noire et qu'on vous apprend que le marquage est réalisé en noir. Ensuite, vous aviez une souris diabétique où vous voyez bien sûr que le nombre d'îlots est très réduit. Vous avez quelques petites taches noires, mais ça n'a rien à voir avec ce que vous aviez avant. C'est logique parce que le diabète de type 1 est une maladie auto-immune qui correspond à la destruction des îlots par les lymphocytes, en fait. Donc c'est tout à fait logique qu'il y en ait moins chez la souris diabétique parce que ces îlots ont été détruits en fait par la maladie. Donc du coup il y a moins d'îlots à marquer, donc la tache est beaucoup moins noire. C'est tout à fait logique par ailleurs du coup d'observer une infiltration lymphocytaire. Donc c'était toutes les petites flèches qui étaient présentes sur le document, c'est-à-dire que les lymphocytes sont présents et en fait ils sont en train de s'attaquer aux cellules de la souris. Donc c'est auto-immun, c'est-à-dire que le système immunitaire s'attaque aux cellules de l'organisme, ce qui n'est pas censé arriver en temps normal. Sur la dernière case, on vous présentait une souris toujours diabétique mais qui a reçu des injections quotidiennes de GABA. Donc quel traitement dont on cherche à établir les effets dans ce sujet. On voit qu'on n'obtient pas le même niveau de marquage que chez une souris normale, par contre c'est clairement significativement plus intense que chez une souris diabétique sans traitement. Donc on a tout ça de noir comparé aux quelques petites taches qu'il y avait à côté. Pareil au niveau des lymphocytes, on dénombre 2 flèches contre 6 à côté, donc ça veut dire qu'il y a moins de lymphocytes présents au niveau des souris traitées. Hop. La dernière partie du document, du coup, elle vous parlait directement des hormones, donc vous avez l'insuline. Il fallait bien se rappeler que c'était l'hormone hypoglycémiante, donc une injection d'insuline fait baisser la glycémie sanguine. Et le glucagon, qui est l'hormone hyperglycémiante, donc la présence de glucagon fait monter la glycémie sanguine. La glycémie sanguine qui ne veut rien dire, car glycémie signifie déjà taux de sucre dans le sang. On voit bien qu'en présence d'une solution saline, on est à 0,8 nanogrammes par décilitre d'insuline, alors qu'en présence du GABA, le taux d'insuline remonte. Donc ça veut bien dire que quand on injecte du GABA, on augmente l'insuline. Donc c'est logique puisque l'insuline diminue la glycémie. On vient de voir juste au début dans le document 1A que l'injection de GABA faisait baisser la glycémie. Et du coup, on se rend compte dans le document 1C que ça passerait par une augmentation de l'insuline. On voit également que l'injection de GABA permet de faire diminuer le glucagon. C'est aussi logique parce que le glucagon fait monter la glycémie. Donc du coup, si on a moins de glucagon, la glycémie a tendance à moins augmenter. Hop. Dans le document 2, on vous représentait le pourcentage de cellules productrices soit de glucagon, qui sont les cellules alpha, soit d'insuline, qui sont les cellules bêta. Donc en présence soit d'un groupe contrôle, c'est-à-dire qui ne recevait pas de GABA, soit des concentrations progressivement croissantes de GABA. Et on se rendait compte dans ce document, la principale information qu'on devait tirer, c'est que plus la concentration de GABA augmentait, plus le pourcentage de cellules productrices de glucagon diminuait. Donc on a une relation inversement proportionnelle entre l'injection de GABA et le pourcentage de cellules alpha. C'est logique du coup par rapport à ce qu'on vient de voir dans le document juste avant. L'injection de GABA entraîne une diminution de la production de glucagon, en fait parce qu'on diminue le nombre de cellules qui permettent la production de cette hormone. Sur la deuxième partie, ça concerne l'insuline et du coup ça va être pareil, ça va se mettre en rapport avec le document 1C où on voit que l'insuline augmente en présence de GABA. En fait, c'est parce que plus on a du GABA à haute concentration, plus le pourcentage de cellules qui produisent de l'insuline par rapport aux cellules qui produisent du glucagon augmente. C'est-à-dire qu'on a un ratio qui s'inverse quand on injecte du GABA quotidiennement. Hop. Et sur le dernier document, du coup, qui confirmait tout ça, on vous présentait une solution
saline témoin et son impact sur le nombre de cellules qui produisent de l'insuline ou qui produisent du glucagon. Donc les étoiles, c'est l'insuline et les triangles, c'est le glucagon. Et en présence de GABA, du coup, l'impact sur le nombre de cellules qui produisent de l'insuline et qui produisent du glucagon. Ce qui était aussi intéressant, c'était de remarquer le nombre de cellules qui ont produit du glucagon auparavant, mais qui n'en produisent plus. Du coup, c'était les triangles transparents. Et en fait, on se rendait compte qu'en injectant du GABA, il y avait des cellules qui auparavant produisaient du glucagon qui se mettaient à produire de l'insuline parce qu'elles avaient à la fois le triangle vide plus l'étoile. Donc ça nous permettait d'en conclure que l'injection de GABA permettait de restaurer le nombre d'îlots de Langerhans produisant de l'insuline et ça allait permettre de vous faire la synthèse. Du coup, hop, donc dans les premiers documents, surtout au niveau des coupes histologiques, on voit que l'injection de GABA permet de réduire l'infiltration lymphocytaire. Donc en fait, on a une moindre destruction des îlots bêta. Donc en fait, l'injection de GABA semble permettre de régénérer le pancréas du patient, en tout cas de la souris dans ces études. Et en restaurant le pancréas, on restaure la production endogène d'insuline, c'est-à-dire la production naturelle. Alors que normalement, un diabétique de type 1 doit se faire des injections, en général 3 fois par jour, plus une fois le soir avec une insuline lente. Et à chaque fois qu'il se fait une injection d'insuline rapide, avant ses repas, il faut qu'il se pique le doigt, qu'il vérifie le taux de glucose dans le sang, qu'il adapte en fonction du résultat la glycémie, enfin la dose d'insuline qui s'injecte, il se l'injecte et ensuite il peut manger. Ce qui est au quotidien très contraignant et c'est encore comme ça que ça se passe aujourd'hui pour beaucoup de patients qui ont un diabète de type 1 ou qui sont insulinodépendants. Ils sont obligés de faire ça à chacun de leurs repas. Alors que là, dans ce type de traitement, le GABA semble restaurer en fait la fonction pancréatique du patient. C'est-à-dire que le pancréas du diabétique de type 1 a été détruit de manière auto-immune et en injectant du GABA quotidiennement, on observe une réaugmentation du nombre de cellules qui produisent l'insuline. Et donc en fait, on peut espérer que cette restauration permette une nouvelle régulation de la glycémie naturelle sans avoir à contrôler le taux de sucre dans le sang et à s'injecter de l'insuline de synthèse. Donc du coup, ce serait une perspective très optimiste pour les patients atteints de diabète de type 1 parce que ce serait quand même beaucoup moins contraignant de se faire une injection par jour de GABA, ce qui est déjà une contrainte, mais moindre par rapport à 3 injections d'insuline nécessitant des contrôles avec piqûres au bout du doigt qui sont loin d'être agréables. Et le mécanisme, du coup, c'était une diminution de l'infiltration lymphocytaire. Donc ça, c'était la deuxième partie du sujet. On vous demandait le mécanisme du GABA. On voit qu'il y a moins de lymphocytes. Donc les lymphocytes qui sont ceux qui détruisent de manière auto-immune les cellules de Langerhans sont réduits. Donc la destruction est moindre. Donc le pancréas se régénère et restaure un ratio de cellules produisant du glucagon et produisant de l'insuline normal. Du coup, on a un équilibre entre les hormones insuline hypoglycémiante et glucagon hyperglycémiante. Et cet équilibre permet à l'organisme de réguler à nouveau la glycémie de manière correcte. Ce qu'on retrouvait au tout début du document 1, du coup, c'est-à-dire qu'en présence de GABA injecté quotidiennement, la glycémie reprenait son cours normal, entre guillemets. Donc si ça pouvait fonctionner chez l'être humain, c'est sûr que ce serait une belle perspective de traitement. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas noyé dans les informations et que c'était à peu près clair. Ça m'a l'air très clair puisqu'il n'y a aucune question. Bon, s'il n'y a toujours aucune question, c'est que c'était clair. Plutôt, ouais. Et du coup, on a terminé tous les sujets ainsi que l'aspect. Donc s'il n'y a pas de questions finales, je vais terminer ce live. Je vous remercie d'avoir suivi cette correction de bac 2018 et à bientôt chez Dizzy School. Une petite question de dernière minute. Ouais. Alors, c'est une question de Aubert Camille qui demande si le titre du schéma doit être écrit en majuscule et souligné. Alors, on me demande si le titre du schéma doit être écrit en majuscule et souligné. En majuscule, j'ai pas mémoire. Hop, donc en majuscule, j'ai pas mémoire qu'il faille spécialement l'écrire en majuscule. Du moment qu'il est lisible, pour moi, c'est surtout ça qui est important. Après, souligner un titre de schéma, oui, c'est mieux. En général, on fait les schémas avec un titre écrit en noir et souligné, mais après, c'est mieux. Après, je pense que si vous avez fait le schéma, c'est déjà bien. Je check un petit peu s'il y a des questions, mais ça a l'air ok. Donc, je pense que tu peux terminer. Très bien. Et alors du coup, cette fois, je termine pour
pour de bon ce live et je vous remercie d'avoir suivi la correction. N'hésitez pas à consulter la version PDF sur le site et à bientôt sur DigiSchool.